En 2018, l'Allemagne pensait avoir trouvé son champion de la finance numérique, une fintech basée près de Munich, valorisée à plus de 20 milliards d'euros, qui remplace une grande banque traditionnelle dans l'indice phare de la bourse de Francfort. Son nom, Wirecard. Sur le papier, tout est parfait. Une croissance fulgurante, des profits en hausse, un business présenté comme l'avenir du paiement en ligne, mais 2 ans plus tard, le masque tombe. En juin 2020, Wirecard admet qu'il manque 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, un quart de son bilan, de l'argent qui n'a, en réalité, jamais existé. Ce documentaire raconte comment une entreprise devenue symbole de la fintech allemande s'est révélée être l'une des plus grandes fraudes comptables de l'histoire du pays. Et surtout, ce que cette histoire dit des failles profondes du capitalisme moderne, des régulateurs et des gardiens supposés protéger les investisseurs. Wirecard naît à la fin des années 1990 à Asheim, près de Munich. À l'origine, ce n'est qu'un prestataire de paiement pour sites internet, dans un monde où le e-commerce en est encore à ses débuts. Petit à petit, l'entreprise se positionne sur un marché en pleine explosion. Les paiements pour le e-commerce, le jeu en ligne, le divertissement numérique. Elle propose aux marchands de traiter les paiements par carte, de gérer la fraude et d'offrir des solutions clés en main aux boutiques en ligne. Grâce à une série d'acquisitions à l'international, Wirecard se raconte comme une success story globale, très présente en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres juridictions réputées complexes. En 2018, c'est la consécration. Wirecard entre dans le DAX 30, l'indice vedette de la bourse allemande, en remplaçant Commerzbank, une institution centenaire. Le message implicite est puissant. La vieille banque sort, la nouvelle fintech entre. La promesse vendue au marché est simple. Une entreprise de technologie très rentable, capable de capter la croissance mondiale des paiements en ligne avec des marges élevées et un futur radieux. Officiellement, le modèle économique de Wirecard est simple. L'entreprise gagne de l'argent en prélevant une commission sur chaque transaction qu'elle traite pour ses clients. Mais en regardant les comptes de plus près, une partie clé des profits vient d'une zone grise, les Third Party Acquirers, ou TPA. Un acquirer, c'est l'intermédiaire qui se situe entre le marchand et les réseaux de cartes comme Visa ou Mastercard. Normalement, une entreprise comme Wirecard peut être son propre acquirer. Mais dans certains pays, elle affirme passer par des partenaires externes qui traitent les paiements pour son compte. Selon Wirecard, ces partenaires, souvent basés en Asie ou au Moyen-Orient, géraient des volumes colossaux, très rentables. Problème, c'est exactement là que se concentre une grande partie des profits, sans la transparence qui va avec. Plus tard, les enquêtes montreront que certains clients de ces partenaires étaient fictifs, que les volumes et marges étaient largement exagérés, et qu'une partie du chiffre d'affaires n'était qu'un décor comptable. En résumé, Wirecard vendait au marché l'image d'une machine à cash mondiale, alors qu'une partie significative de ce cash n'existait que sur le papier. Les signaux d'alerte n'ont pas manqué, ils ont juste été ignorés. Dès 2008, des actionnaires minoritaires et des analystes commencent à questionner la cohérence des comptes. Une association d'actionnaires allemands va même jusqu'à accuser l'entreprise d'irrégularité comptable. À partir de 2015, le Financial Times, et plus particulièrement le journaliste Dan McCrum, va jouer un rôle clé. Il publie une série d'articles qui mettent en doute la réalité des profits et des activités en Asie. Les accusations sont graves. Clients douteux ou inexistants, documents bancaires suspects et des pratiques de round-tripping. Le round-tripping, c'est quand de l'argent part d'une entité A, transite par B, puis revient à A, mais est comptabilisé comme un vrai revenu. En réalité, il ne s'est rien passé à part un tour de passe-passe. Face à ces critiques, Wirecard ne reconnaît rien. Au contraire, l'entreprise accuse les journalistes d'être de mèche avec des spéculateurs, lance des poursuites judiciaires et orchestre une campagne pour discréditer ses détracteurs. Le plus troublant, c'est la réaction du régulateur allemand, la BaFin. Au lieu d'enquêter d'abord sur Wirecard, la BaFin ouvre une enquête pour manipulation de marché contre le Financial Times et interdit la vente à découvert de l'action pour protéger le fleuron national. Les lanceurs d'alerte internes, en Asie, eux aussi, signalent des pratiques suspectes.
mais leurs avertissements se perdent dans la hiérarchie ou sont minimisés. Au cœur du système Wirecard, il y a deux piliers, des revenus exagérés ou fictifs et une trésorerie fantôme. Pendant des années, l'entreprise affirme détenir jusqu'à 1,9 milliard d'euros sur des comptes fiduciaires, censés se trouver aux Philippines, gérés par des tiers pour son compte. Un compte fiduciaire, c'est un compte où un tiers détient de l'argent pour le compte d'une entreprise, le temps qu'une transaction soit terminée. C'est un mécanisme courant, mais ici, il a été utilisé comme écran de fumée. En réalité, ces 1,9 milliard d'euros n'ont jamais été déposés dans les banques invoquées. Des lettres de confirmation de solde ont été falsifiées et les auditeurs ont longtemps accepté ces preuves sans vérifier directement auprès des banques. Sur le front des revenus, Wirecard enregistrait comme chiffre d'affaires des transactions traitées par ses partenaires, mais une partie de ces transactions était en fait inventée ou grossièrement gonflée. Résultat, des marges inhabituellement élevées, une croissance trop belle pour être vraie, et des comptes qui ne collent pas avec les flux de trésorerie réels. Lorsque le cabinet KPMG est mandaté pour un audit spécial en 2019, il annonce ne pas pouvoir confirmer une partie significative des profits en raison d'un manque de documentation fiable. Mais le point de rupture viendra des banques philippines. Nous sommes en juin 2020. Wirecard doit publier ses comptes, déjà retardés à plusieurs reprises. L'auditeur historique EY refuse cette fois de valider les états financiers. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à obtenir de preuves sur l'existence des 1,9 milliard d'euros. Les banques philippines, censées détenir cette somme, déclarent qu'elles n'ont jamais tenu ces comptes au nom de Wirecard. Le 22 juin 2020, la bombe explose. Wirecard reconnaît que les 1,9 milliard d'euros n'existent probablement pas. Et en part, le PDG Marcus Brown démissionne, puis se rend à la police et est arrêté pour fraude. Le directeur des opérations, Ian Marsalek, disparaît et devient l'un des hommes les plus recherchés d'Europe. Le 25 juin, à peine quelques jours plus tard, Wirecard se déclare insolvable. L'action s'effondre, perdant plus de 98% de sa valeur. La fintech star se transforme, en une semaine, en symbole de faillite morale, comptable et réglementaire. Derrière les chiffres, il y a des victimes. Les actionnaires d'abord. La capitalisation de plus de 20 milliards d'euros part presque entièrement en fumée. Des fonds d'investissement, mais aussi des épargnants individuels, voient leurs investissements réduits à presque rien. Les banques créancières subissent, elles aussi, de lourdes pertes. Sur le plan humain, l'effondrement conduit à des centaines de licenciements. Le choc dépasse largement l'entreprise. Des fintech et néobanques partenaires qui dépendaient de Wirecard pour leurs services voient leurs opérations brutalement bloquées. Pour l'Allemagne, le coût est symbolique. Le pays qui rêvait de faire de Wirecard sa vitrine technologique découvre qu'il a en réalité servi de décor à l'une des plus grandes fraudes de la finance européenne. L'histoire de Wirecard n'est pas seulement l'histoire d'une entreprise frauduleuse. C'est l'histoire d'un système qui a laissé faire. D'abord les auditeurs. EY a validé les comptes de Wirecard pendant plus d'une décennie sans détecter l'inexistence des 1,9 milliard d'euros. Les procédures de vérification ont été manifestement insuffisantes. Ensuite, les régulateurs. La BaFin, au lieu de se montrer neutre, a souvent semblé plus préoccupée par la réputation d'un champion national que par la protection des investisseurs. Elle a attaqué les journalistes avant de reconnaître l'ampleur de la fraude. Au niveau européen, l'Autorité européenne des marchés financiers a ensuite documenté les failles dans la supervision. Mais au-delà des institutions, Wirecard révèle des incitations perverses structurelles, des dirigeants récompensés par la hausse du cours de l'action, des marchés qui valorisent davantage le storytelling que la réalité des chiffres, des acteurs censés contrôler le système mais qui bénéficient de la poursuite de la fiction. Wirecard, c'est le scénario classique d'un capitalisme financiarisé. Tant que le cours monte, tout le monde ferme les yeux. Ce n'est que quand la musique s'arrête qu'on découvre qui est nu. Wirecard se présentait comme une fintech innovante, capable de révolutionner les paiements. En réalité, l'entreprise a surtout révolutionné l'ampleur de la fraude comptable en Allemagne. Cette histoire montre à quel point les promesses de croissance illimitée, dopées par la technologie, peuvent masquer des réalités beaucoup plus sombres. Elle rappelle aussi que les contre-pouvoirs, journalistes, lanceurs d'alerte,
vendeurs à découvert sont essentiels pour éviter que le mensonge ne devienne la norme. Tant que les incitations récompensent la performance affichée plutôt que la performance réelle, tant que les régulateurs et les auditeurs ne paient pas réellement le prix de leurs erreurs, d'autres wirecards pourront émerger. La question désormais n'est pas de savoir s'il y aura un autre scandale, mais où, quand et combien de temps le système mettra, une fois encore, à ouvrir les yeux. Merci de nous avoir suivis. I was raised where the highway ends, in a town full of ghosts and no fake friends. Same dirt roads, same neon lights. They build your cage and sell you the sky. Daddy said, son, don't stir the dust, but I was born with a restless trust. One foot in the gravel, one in the flame.